Le salon du bateau d'occasion Le Mille Sabords au Crouesty vous présente le Café de la Marine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Cette semaine, on se projette sur la Transat Jacques Vabre 2021 qui approche à grands pas. Départ le 7 novembre pour cette course en double dont l'arrivée se jouera pour la toute première fois en Martinique. Ultime, Multi 50, Classe 40, IMOCA. 4 catégories de bateaux sont représentées et ce sont les IMOCA qui vont nous intéresser tout particulièrement puisque c'est l'un des binômes les plus attendus que l'on a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui. Le premier a terminé 3e du dernier Vendée Globe. Le deuxième possède l'un des plus beaux palmarès de la classe mini. Complices et complémentaires, ils étaient déjà associés sur la Transat Jacques Vabre en 2019. Mais ils possèdent cette fois un bateau au potentiel exceptionnel, un plan manoir rebaptisé Bureau Vallée 3, avec lequel ils viennent de terminer 4e de la grande course du défi Azimut Lorient-Aglo. Un bateau magique, puissant, dont ils espèrent tirer la quintessence dans cette Transat Jacques Vabre. Louis Burton et Davy Baudard sont avec nous, on les accueille. Bienvenue. Bonsoir messieurs, installez-vous, bienvenue dans le Café de la Marine. Bonsoir à tous, merci. Alors bonsoir Davy et Louis, vous venez en fait de descendre du train ou de la voiture puisque vous étiez à la conférence de presse de la Transat Jacques Vabre à Paris. Ça veut dire que le chrono tourne. Oui, tout à fait, c'est vraiment le grand lancement. D'habitude, c'est d'abord la conférence, après le défi Azimut. Là, ça a été l'inverse cette année. Enfin, on sait que quand il y a la conférence ou Azimut, on n'est plus très loin de la vérité. Ouais. Et ça a été un peu mouvementé pour arriver à Lorient, Davy. Timing très serré pour nous parce qu'arrivé à Rennes, on a eu la jolie surprise d'avoir une petite annulation de train. Du coup, on s'est débrouillé pour venir ici à temps. Chapeau, bravo, parce que vous êtes à l'heure. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir fait le nécessaire. Alors, on va parler quand même de cette transat et d'abord dire un petit mot du parcours. Elle est surnommée habituellement la route du café, puisqu'elle avait l'habitude d'arriver plutôt en Amérique du Sud. Cette fois, arrivée aux Antilles, en Martinique, c'est pas mal aussi. Il y a sur cette édition 3 parcours. Et ça On va va faire une flotte groupée, c'est ça, c'est l'idée? Ouais, c'est assez audacieux. Je crois que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Il y a eu il y a quelques années ça sur une Transat Jacques Vabre. C'est assez exceptionnel de savoir qu'on part tous ensemble et que potentiellement, dans la théorie évidemment, on est capable d'arriver tous ensemble en Martinique. Donc c'est un peu le feu quoi, de savoir qu'un classe 40 peut arriver juste devant les étraves d'un ultime avec un IMOCA juste à côté. Voilà, ça va donner des arrivées de dingue. Et alors, on aurait pu imaginer que le poteau noir à la trappe, pas du tout. Mais non. Il est au menu. Hein. Tout à fait, il est même 2 fois au menu cette année. Oui, s'il est étendu, vous pouvez l'avoir en retour. Double pénitence, exactement. En fait, on va le traverser en descendant. On va aller virer une île au large du Brésil et on va le remanger en remontant vers les Antilles. J'espère qu'il ne sera pas trop méchant. Hein. Alors, vous allez mener un foiler dernière génération, l'ancien Occitane d'Armel Tripon, un plan manoir qui avait fait en fait ses débuts vraiment ici en rade de Lorient lors du défi Azimut du précédent. On imagine peut-être que Louis t'avait déjà tapé dans l'œil. En tout cas, comment tu as fait pour rafler la mise? Parce que tu as dégainé très vite après le Vendée. Oui, c'est vrai que c'est un bateau qui nous intéresse énormément, qui nous intéressait énormément. Il y a eu une mise à l'eau dans un contexte compliqué sur une année 2020, Covid, etc. Donc on attendait vraiment de voir si ce bateau allait réussir à boucler le Vendée Globe. Ça a été le cas. Armel Tripon a réussi, malgré des avaries assez importantes en début de course, de terminer. Ça nous a aussi rassurés sur sa qualité de construction, sur la qualité et l'ingéniosité de son dessin, de son design. Il a été le plus vite de l'équateur à l'équateur. Nous, on l'avait vu ici à Azimut rafler le record des runs. On l'a vu arriver bord à bord pour rentrer dans le chenal des Sables d'Olonne en doublant Charal. Donc on n'était plus trop inquiet sur son potentiel. Ouais. Voilà. En tout cas, tu avais déjà réussi ce coup-là parce que tu avais racheté Banque Populaire après le Vendée Globe 2016-2017. Oui, et bon, c'est vrai que j'ai pas répondu à ta question. En fait,
C'est une approche très différente. C'est un bateau qui a pas eu beaucoup de mise au point, donc c'est pas aussi poussé que lorsqu'on fait construire un bateau, mais malgré tout, ça reste une machine qu'il faut développer, qu'il faut fiabiliser. Donc c'est plonger un peu plus loin dans la partie technique et ce qu'on peut faire avec un prototype, un peu plus loin que ce qu'on avait eu avec Bank Pop, où on avait un bateau extrêmement abouti. Donc c'est très intéressant de ce point de vue-là. Et en fait, ça a été très vite après le Vendée Globe. On pensait que ce bateau était déjà vendu. Il y a souvent, là, pendant le mercato des IMOCA, des bruits qui courent, des bruits de ponton, des choses comme ça. Et puis Servan a dit, attends, les bruits de ponton, il faut s'en méfier. Vous êtes allé vérifier. Et donc, on a été vérifié. Et toujours puis, avant. en fait, il y avait plein de gens intéressés, mais personne encore n'avait fait une offre. Et puis là, ça a été la magie d'une entreprise familiale comme Bureau Vallée qui, en 48 heures, Ils ont réagi. a demandé à tous les franchisés s'ils étaient d'accord. Ils ont dit oui. Ils ont réuni les avocats. Et puis, on faisait une proposition en 48 heures qui était acceptée. Là, il faut savoir dégainer rapidement. Ouais. Alors Davy, toi tu connais bien quand même aussi ces bateaux à l'étrave spatulée parce que tu as fait la Mini sur un SCO qui était lui dessiné par David Raison. Tu as été tout de suite convaincu de l'intérêt de cette carène pour un IMOCA? En fait, pour les IMOCA et pour tous les autres, c'est des bateaux novateurs, c'est la nouvelle génération qui arrive. C'est le premier IMOCA de la sorte, donc c'est une version bêta, mais qui fonctionne très bien. Non, le SCO, c'est vrai que c'est des bateaux différents, mais c'est des bateaux très puissants qu'il faut manipuler un peu différemment des autres, parce que dans la mer, c'est des bateaux un peu compliqués. Mais non, Bureau Vallée, c'est un bateau qui est bien né. Un SCO Manuard, de toute façon, il n'est pas à son coup d'essai. Il a fait du Mini, du classe 40 qui fonctionne très bien. De la Mini aussi. Il a osé, comme David Raison l'avait fait en Mini, faire un SCO sur ses bateaux. Et donc à mon sens, ça marche très bien. Alors, vous avez décidé de ne pas faire trop de chantiers, mais de vous concentrer sur la prise en main avec le Tour de l'Europe sur lequel vous êtes aligné rapidement. C'était quand même un sacré pari. Il y avait la fatigue cumulée du Vendée Globe aussi, Louis. Mais c'était important pour vous de naviguer un maximum. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé vraiment dans le projet Bureau Vallée. C'est qu'on a un budget plus important qui nous permet d'envisager participer à toutes les courses d'une saison IMOCA. C'est pas rien, hein. C'est un programme chargé. Ce sont des bateaux qui sont très techniques, qui demandent beaucoup de temps à terre, au ponton, de mise au point. Et en fait, il y avait soit on prenait le temps de faire une préparation et on se disait qu'on allait aller se tester au Fastnet, soit on essayait de tout faire pour partir sur cette formidable aventure qui est le fait de faire le tour de l'Europe, de s'arrêter dans des capitales européennes. Plein de conditions très variées aussi, c'était l'intérêt. Ouais. Plein de conditions très variées. Et puis après, à chaque fois, avec un redépart, à chaque étape où on repart et on refait des speed tests et on refait de la confrontation avec les autres bateaux. Et c'était hyper enrichissant. On est parti dans de très mauvaises conditions en termes de préparation. On est parti avec des voiles qui traînaient sur les étagères depuis 3 ou 4 ans. Ouais, vous aviez fait 2 sorties en baie de Saint-Malo, quoi. C'est ça, et on est arrivé lancé sur la ligne de départ ici à Lorient. Et donc, on est déjà très content avec les petits déboires techniques qu'on a eus et ces conditions-là d'être arrivé au bout du Tour de l'Europe. Et surtout, on a énormément appris sur ce nouveau canot et on a pu... Ça permet de mieux cibler aussi ce qu'on va faire qu'il fallait faire. Et mine de rien, ça fait des temps très courts parce que en fait, vous rentrez du Tour de l'Europe mi-juillet et puis il faut être prêt 1 mois et demi plus tard pour remettre à l'eau. Vous remettez à l'eau, vous faites 2 naves et puis vous êtes à Lorient pour Azimut. Vous rentrez d'Azimut et 1 mois plus tard, il faut être au Havre. Donc en réalité, c'est quand même des timings très serrés qui demandent beaucoup de moyens et d'énergie. Alors, on va reparler de ce bateau et puis du défi Azimut que vous disputiez effectivement la semaine dernière. Avant cela aussi, on va s'intéresser à votre binôme. On vous sent très proche, très complice. Louis, c'est un critère fondamental pour toi, cette confiance et cette amitié à bord? Oui, tout à fait. Pour moi, la voile et la mer, c'est d'abord une aventure de famille. Après, c'est une fois passé l'âge de 16-17 ans, une aventure de copains. C'est d'ailleurs dans ces aventures de copains, mais en régate, qu'on s'est rencontrés avec Davy. On était tout jeunes adultes. Et donc, c'est très, très fort et très important pour moi qu'il y ait une bonne ambiance à terre dans l'équipe, qu'il y ait une bonne ambiance avec les partenaires, ce qui est le cas. Je veux dire, je suis très proche de mes partenaires depuis 11 ans.
Et une bonne ambiance sur l'eau. Mes meilleurs souvenirs de transat, c'est en 2011 avec mon frère Nelson, en 2017 avec mon épouse et associé Servan, Oui, c'est vrai. et en 2019 avec Davy. Les 2 autres fois, c'était sympa aussi, mais ça n'avait pas la même saveur. Alors, Davy, tu as un super palmarès en mini, mais tu touches un peu à tout. Hein. Tu fais aussi, as fait du gros multi avec Yves Leblévec notamment. Il y avait certainement du monde au portillon là, pour aller naviguer avec lui. Toi, c'est une super opportunité. Et puis, tu as ce côté très technique aussi. C'est ça que Louis a un peu moins, il nous disait. Hein. Ça te passionne aussi, ouais. Oui, tout à fait. Non. Alors pour les gens qui étaient au portillon, j'ai fait un peu le ménage avant d'arriver. Du coup, il n'y avait plus la place. Et je lui ai dit, si tu me quittes, ça va mal se passer. Je vais te mettre tes avocats. Chantage affectif. Bien sûr, non. Puis je vais récupérer la moitié du bateau, donc il n'y a pas de souci. Donc ça s'est fait comme ça en fait. Hein. C'est naturel. Non, je déconne. C'est en fait non, mais on rigole, mais c'est presque comme un vieux couple en mer. On se parle presque plus, on navigue. Je ne saurais plus comment faire avec un autre en fait. Vous connaissez depuis 2008, c'est ça? C'est ça, c'était à une époque où Davy faisait déjà beaucoup de mini, il était déjà très brillant sur l'eau, et en parallèle il était très assidu au Trophée Atlantique, donc ça démarrait avec le Spi West, et puis c'était toutes les grandes épreuves, dont le Télégramme qui clôturait la saison. Exact. Et on courait en 2007-2008, Davy sur un proto de 28 pieds, et moi sur un Manzanita qui était mon premier bateau de régate. Alors Louis, je reviens brièvement au Vendée Globe, où malgré beaucoup de galères techniques, tu as terminé 3e de cette superbe édition. Tu y as montré un esprit très offensif. Tu t'es révélé aussi au grand public. Est-ce que le regard de tes pairs, tu as le sentiment que le regard de tes pairs a changé aussi après ce Vendée? C'est sûr qu'un Vendée Globe, ça vous change, ça change aussi forcément votre notoriété, la connaissance que le public a de vous, aussi la connaissance que les autres skippers et gens du milieu peuvent avoir. Et puis quand il y a un résultat et qu'il y a toute cette aventure avec, forcément ça crée plein d'histoires dans l'histoire. Et puis c'est sûr qu'on se méfie toujours plus et on regarde toujours plus les gars qui nous doublent que ceux qu'on double. Et bon, bah là, peut-être que c'est ça qui a un peu changé, mais enfin, en tout cas, c'est très agréable de vivre ça. Tu es à Saint-Malo, donc ils ont moins l'occasion de te voir aussi, de naviguer contre toi plus régulièrement. Davy, est-ce que tu as tendance, toi, à tempérer ce côté un peu incisif qu'a eu Louis, ou est-ce qu'au contraire, t'en remets une couche, tu tempères? Comment t'es, toi, sur l'eau? Non, je pense que je tempère un petit peu plus parfois. Mais non, mais il s'est calmé quand même, hein, vachement. La preuve, maintenant, il finit toutes les courses vachement mieux. On va faire un petit quiz. Allez, avec des petites réponses rapides. Quelle est la principale qualité de Davy? Structuré. Et la principale qualité de Louis? Il a peur de rien. Je sais pas si c'est une qualité au final, mais. Est-ce que c'est un défaut? Alors, le défaut. Non, mais moi, ça me plaît. Et défaut, alors, le principal défaut de Davy? C'est plus dur, hein. Le principal défaut de Davy, peut-être que parfois, il se ménage pas suffisamment. Alors, avez-vous des héros dans la vie réelle, sportifs ou autres? Des héros sportifs ou des gens que vous admirez, qui vous inspirent? Moi, la voile en général, hein, vu que j'y suis arrivé, mais c'était Loïc Perron et Laurent Bourgnon. Ouais. À l'époque où ils se battaient sur l'eau en Norma, moi, ça m'a toujours fait rêver. Et j'ai toujours trouvé ça, les mecs qui traversaient l'Atlantique sur des bateaux qui se retournaient comme des crêpes, ça m'a toujours surpris. Oui. Dans le milieu de la course au large, moi c'est Servan Escoffier, qui m'inspirait déjà quand je faisais des recherches Google sur elle avant de la connaître, et qui m'inspire encore énormément. Et puis j'ai beaucoup d'admiration aussi pour une femme qu'on a rencontrée l'année dernière qui s'appelle Pia Klump, à qui on a vendu un bateau avec lequel ensuite elle est partie sauver des vies en Méditerranée. Et je trouvais que cette femme venait d'un milieu aisé, etc., et qu'elle avait décidé de renoncer à ce confort-là pour se battre pour ses idées. Et j'aime beaucoup les gens qui se battent fort pour leurs idées. Et là, en plus, c'est une femme dans un milieu difficile, politique, violent. Et voilà, j'ai beaucoup d'admiration pour elle aussi. Y a-t-il un don que vous aimeriez avoir, outre vos qualités de marin?
Un don qu'on a. Voilà, c'est pas facile ça. La musique, Voir l'avenir. voyant. Voler sur l'eau. Ça pourrait arriver. Non, ça c'est fait ça. C'est pas mal ça déjà. Votre péché mignon. Allez, une dernière. C'est moi qui dis sien, non, c'est ça? Si tu veux. Ouais. Allez. Les bonbons. Tout le bonbon. Bah non, moi, mon vrai péché mignon, c'est le Pernand Vergelès. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un très bon vin blanc de Bourgogne. On aura peut-être à bord. Et Non, pas puis, sûr. À l'arrivée. Oui, à l'arrivée. Non, bateau sec, mais puis Davy, son péché mignon, les repas, le bon bag à bord. Avec plaisir. Alors on va revenir justement à cette préparation, à ce défi Azimut Lorient Aglo. La grande course offshore de 48 heures vous a offert un rythme très intense. C'est une course, c'était d'autant plus intéressant de passer de ce format de 24 à 48 heures. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé un peu plus les clés sur Bureau Vallée? En fait, je sais pas, c'est peut-être un peu bateau, mais à chaque fois qu'on navigue, on découvre presque des nouvelles choses. Mais non, sur ces 48 heures, on a eu des conditions très variées. On est allé chercher de la mer, du vent, et ça, c'était vraiment bien dans la continuité de notre préparation pour la Jacques Vabre, parce que c'est des conditions qu'on va forcément rencontrer très certainement après le départ. Et non, ça s'est bien passé. Et alors après, c'est hyper rythmé parce que 48 heures, ça peut être long, mais ça fait des bords assez courts. Il y a eu beaucoup de changements de voile, beaucoup de manœuvres, et au final, on se repose assez peu. Et c'est vraiment intense. Et le format est super parce que bon, c'est vrai qu'à l'échelle de ce qu'on peut vivre en course au large, ça paraît court, mais malgré tout, quand même suffisamment long à chaque fois pour avoir le temps d'essayer plusieurs types de réglages et voir si on prend l'ascendant ou pas sur les autres, et ça à chacune des allures. C'était la première fois qu'on naviguait en double sur le bateau. À chaque fois, on a été en équipage là, depuis qu'on en a fait l'acquisition. Et c'est vraiment un bon format pour ça. On se compare et ça dure suffisamment longtemps pour qu'on ait le temps de s'apercevoir si 5 cm d'écoute en moins ou en plus, ça fait aller plus vite ou moins vite, quoi. Et alors, vous avez des petits problèmes de voile, notamment de spi qui est venu se prendre dans les foils. Ça montre vraiment que sur un bateau comme ça, la moindre erreur, ça coûte cher. Vous attendez justement un nouveau jeu de voile. On imagine que ça va être l'un des objectifs des dernières naves là, avant de partir au Havre, c'est trouver les bons réglages et optimiser ces voiles-là. Oui, tout à fait. On navigue avec une grand voile et un J2, donc un génois, qui sont les premières voiles du bateau, qui commencent à être usées. Les autres voiles sont des voiles qu'on avait sur les étagères à l'écurie, mais qui ont 5 ans ou 6 ans, qui ne sont pas adaptées au bateau. On est parti faire le tour de l'Europe avec ces voiles-là, et après on a monté une petite équipe rapide de réflexion sur le dessin des voiles avec les gars de chez North Sail, avec l'architecte du bateau, avec Davy. Et on attend énormément de ces voiles-là parce qu'on a fait plein de choix assez différents de ce qui existe, et normalement ça va mettre des chevaux en plus au bateau. L'eau à la bouche, ça. Voilà. En tout cas, cette dernière course, c'était l'occasion de se jauger, la dernière occasion de se jauger. Tous les cadors de la classe IMOCA étaient là, et Apivia a un petit peu écrasé la concurrence comme il l'avait fait déjà au Fastnet. Quel est votre regard sur ce binôme, mais aussi sur les autres concurrents? Oui, c'est sûr que si on regarde la carto, Apivia nous a mis une bonne pile. Enfin, tout le monde d'ailleurs. Non, en fait, ils sont... déjà, Charlie, il connaît son bateau par cœur, il a fait le Vendée Globe avec. C'est une grosse équipe qui travaille énormément derrière. Paul, c'est un super marin aussi, hein, qui n'est plus à démontrer. Ils se sont beaucoup entraînés, et moi, ça me paraît logique de les voir à la place où ils sont. Après, nous, on est un petit peu en dessous, on a un peu moins navigué, on connaît moins le bateau, on n'avait pas forcément les voiles adaptées, donc c'est un peu plus difficile de rivaliser en permanence. Mais en tout cas, on est assez content de ce qu'on a pu faire sur l'eau, parce qu'on a des vitesses qui sont bonnes, le bateau, ça fonctionne bien. Oui, vous avez eu notamment un board reaching, un dernier board reaching très efficace. Puis comme tu dis, Louis, on n'apprend pas un tel bateau en 3 mois, quoi. Enfin, ça, c'était avant le Tour de l'Europe. Ouais, tout à fait. Davy met le doigt sur un point très important, c'est que la connaissance qu'on acquiert de sa monture lors d'un Vendée Globe, elle est vraiment irremplaçable.
C'est une très belle équipe, comme le disait Davy. Et puis ce sont des bateaux qui sont très complets, très polyvalents, moins extrêmes peut-être que certains autres choix d'architectes. Donc sur un parcours comme ça, où il y a vraiment tous les types de vent, les angles, etc., c'est très efficace. Et puis les deux marins fonctionnent très très bien ensemble, donc il va falloir les surveiller. Thomas Ruyant aussi, ceux qui sont très impressionnants, c'est Eleven Hour. Ils ont un bateau qui pourtant date un peu, qui a été bien optimisé. Qui a eu un problème de barre de liaison, donc ça reste une interrogation, mais on imagine évidemment que ce Malama, parce que c'est son nom hawaïen. Ouais, tu parles du nouveau. Il y a Alakai aussi. Il parlait de Simon Fischer et de Justine Métro qui ont terminé deuxième. Exceptionnel. Et qui sont leaders du championnat d'ailleurs, qui ont été très réguliers sur toutes les courses. Alors Charlie et Paul disaient avoir peu dormi, s'être fait mal, et quand on regarde les images qui ont été faites par votre médiaman, on sent que ça n'a pas été de tout repos. On va regarder, on en reparle. Mais moi je tire de là, tire sur rien. Il y a mon pied qui est pris dedans pour la défaire. On arrive sur la bouée des villes. Ah oui, mais je peux rien faire là, le speed est en drive devant, là, il y a le capot qui est ouvert, si on range pas ça, là, c'est Bagdad. C'est Ruyant qui arrive, celle qui est sous le vent, elle est raccrochée dans 5 secondes. Devant, il est déjà à 18 nœuds, donc à mon avis, ça va pas traîner. Fais gaffe à toi, Davy. Ouais, c'est un peu chaud en fait. Ouais. Je vais le rentrer. C'est parti, mon petit. Alors Davy et Louis, on sent quand même que c'est un peu chaud, l'ambiance est tendue. C'était assez rock'n'roll aussi pour vous à certains moments? Même à beaucoup de moments en fait, sur ces bateaux-là, la moindre manœuvre est on ne va pas dire dangereuse, mais presque, et il faut faire très attention dès qu'on va manœuvrer devant, dès qu'on va failler le spice, et voilà, c'est des tonnes d'eau qui peuvent passer sur le bateau et qui peuvent nous emporter, donc il faut vraiment être très méthodique là-dessus, et oui, le moindre couac peut poser un gros problème rapidement. On sent beaucoup de bienveillance entre vous. Alors, l'un des problèmes de la stabilité de ces bateaux, c'est ces gros plantés, parce qu'ils volent, mais pas complètement. L'une des solutions, c'est de mettre un plan porteur sur le Safran, ce qui est interdit pour l'instant par la classe, mais vous êtes fait plaisir quand même. On va voir ces images qui ont fait le buzz. Vous avez testé, et ça marche plutôt bien sur mer plate, en tout cas. On regarde ces images-là, qui sont sublimes, et qui ont fait beaucoup parler. En termes de performance, le résultat est là, Louis ? Oui. Ouais, et puis en fait, moi je les regarde tous les soirs avant de me coucher aussi. Alors là, Louis, on est s'en lasse pas non plus, dans des conditions rassure. idéales sur mer plate, mais tu penses forcément que c'est l'avenir? Oui, mais en fait, pour une raison évidente, pour voler, il faut gérer la profondeur de vol. Voilà, un Cessna 400, un Airbus, si on enlève la gouverne de profondeur, ça vole mal. Et ça retombe tout le temps. Sur nos bateaux, c'est un peu pareil. Après, c'est très récent les foils sur nos bateaux, donc il ne faut pas non plus brûler les étapes. C'est pas forcément mal que ça soit encore un petit peu décalé. Il va falloir être capable de faire ça quand c'est possible. Et il va falloir être capable de naviguer en archimédien quand on va être dans des conditions de mer trop violentes. Plus violentes, oui. Donc il y a beaucoup d'ingénierie à développer, les bonnes formes à trouver, la bonne structure à trouver pour que ça marche vraiment dans toute mer et toutes conditions. En tout cas, c'est juste complètement dingue de vivre ça, de faire voler un camion comme ça, parce que c'est quand même... ça fait quelques tonnes. On fait voler un truc qui trimballe 4 tonnes de plomb. Puis ce plaisir de ne plus avoir ces plantés qui font tellement souffrir les machines et les bonhommes. Évidemment, plus c'est planté, et puis quand le bateau décolle complètement... tout d'un coup, énormément de vent vitesse qui se crée, du vent apparent qui se referme, on borde les voiles et puis ça fait que accélérer. Et à un moment donné, c'est la vibration dans les appendices qui fait la limite de ce qu'on peut faire. Mais on sent que c'est vraiment un accélérateur énorme. Et puis il faut un bateau déjà très équilibré à la base, ce qui est notre cas. En fait, on n'avait pas besoin de beaucoup pousser sur l'arrière pour que ça marche, quoi. En tout cas, c'est spectaculaire. Virginie, on rappelle quand même que c'est interdit pour l'instant par la classe, mais par exemple, Jérémy Bayou, qui est résolument pour, a salué votre initiative. Et on a hâte de voir ce que ça va donner, évidemment, par la suite, puisque c'est l'avenir pour ces IMOCA. Gilbert, on parle un petit mot de l'actu, du reste de l'actu, c'est la solitaire du Figaro. Mais oui, le rideau est tombé sur la 52e édition de cette solitaire qui restera dans les annales par le temps passé sur l'eau, parce que les étapes étaient longues. C'est le sudiste Pierre Quiroga qui s'est imposé avec panache, et on voit le résumé de Clara Bertin dans la semaine voile du Télégramme.
La 52e édition de la Solitaire s'est achevée jeudi soir à Saint-Nazaire après 2500 milles et un peu plus de 14 jours de course. Si la 4e et dernière étape entre la baie de Morlaix et Saint-Nazaire a été remportée par Pierre Le Boucher, c'est bel et bien Pierre Quiroga, le maître de cette Solitaire. Deuxième de la première étape, vainqueur des 2 suivantes et 9e de la dernière. Le skipper Massif 2019 a dominé cette course. Le Méditerranéen a su attaquer à bon escient pour grappiller des milles, des places et surtout des minutes cruciales pour cette victoire avec panache. Mais il a eu du fil à retordre. Xavier Macaire, vainqueur de la première étape, et Tom Laperche, souvent bien placé, n'était pas venu pour faire de la figuration. Macaire, 2e et Laperche, 3e, complète ce joli podium. C'est un Voilà. sujet de Clara Gestin. Et un joli podium qui restera gravé avec cette édition qui restera dans les annales. Merci Louis, merci David, c'était un bonheur de vous recevoir sur ce plateau. L'heure tourne très très vite, en tout cas le chrono tourne très très vite. On vous souhaite le meilleur pour la dernière ligne droite. Vous serez au Havre le 28, c'est ça ? Oui, on sera au Havre le 28 et moi je voulais juste dire un mot, bravo à tous les garçons de la Solitaire. Cette course, elle a ça de formidable, c'est qu'elle révèle des talents comme Pierre Quiroga et puis elle aide des gars à se lancer comme Arthur Hubert avec Monato Énergie ou des Tom Laperche qui se révèlent sur ces courses-là. Ça reste une superbe classique et beaucoup de grands marins sont en effet passés par là ou par la Mini. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. On remercie Arnaud et Romain à la réalisation, Erwan et Manu et toutes les équipes de la Cité de la Voile Éric Tabarly. Puis on se retrouve bientôt. Salut Gilbert. Salut. Le salon du bateau d'occasion Le Mille Sabords au Crousty vous a présenté le Café de la Marine.